Bienvenue à tous pour une nouvelle saison d'International, l'émission TV5 Monde, RFI Le Monde. Merci d'être fidèle à cette émission qui entame sa 6e saison cette année. Alors avec déjà un changement de programme puisque Pierre Moscovici, le ministre français de l'économie et des finances, avait annoncé sa présence ce dimanche, mais il a dû décommander pour cause d'intervention ce soir sur TF1 du président François Hollande. Merci à vous Nicolas Dupont-Aignan d'avoir remplacé Pierre Moscovici au pied levé. Merci à vous. Pour vous interroger avec moi Bruno Darroux de Radio France Internationale. Bonjour. Et Patrick Roger du journal Le Monde. Bonjour. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député de l'Essonne, député non inscrit, ex-UMP, un parti que vous avez quitté en 2007, je pense. Vous avez créé alors un nouveau parti, Debout la République, un parti de droite, une droite républicaine que gaulliste, que j'allais dire, que vous voulez inscrire en tout cas dans un héritage gaulliste, un parti que vous souhaitez et que vous voulez très attaché à la souveraineté française, même si vous n'aimez pas le mot de souverainiste, en opposition peut-être à une hypothétique future souveraineté européenne. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez été candidat à la présidentielle en 2012 et vous aviez recueilli 1,79% des voix, ce qui représente environ 644 000 suffrages. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas opposé, on va commencer notre débat par ça, vous n'êtes pas opposé à un dialogue avec le Front National en France, vous êtes même favorable, vous l'avez dit il y a quelque temps, à un gouvernement d'union nationale qui irait du Front National au Front de gauche. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et première question, où est-ce que vous vous situez, Nicolas Dupont-Aignan, dans le paysage politique français? Très simplement, je suis gaulliste. Je suis un patriote républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'on ne résoudra les problèmes des Français que si la France reprend un minimum son indépendance et sort du piège mortel de l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis anti-européen. Ça, c'est le premier point. Mais je pense, comme gaulliste, qu'on ne réussira à reprendre notre indépendance et à résoudre nos problèmes que si nous réconcilions les Français et nous les rassemblons. Et je ne suis pas favorable à des idéologies d'extrême qui divisent la nation. Et voilà pourquoi, tout simplement... C'est ça qui vous différencie du Front National? Bien sûr. Écoutez, le Front National vient d'une histoire. Hein, et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aux quatre coins du monde, vous êtes quoi? Entre l'UMP et le Front National? mais ça ne se situe pas comme ça, parce que vous savez, des patriotes républicains, il y en a sur tout l'échiquier. Et vous faisiez alliance... On dit que patriote. Oui, mais il est patriotique. Pour autant, est-ce qu'il est capable de rassembler tous les Français? Je ne le crois pas. Vous parliez tout à l'heure de ma proposition d'un grand rassemblement patriotique. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que ça fait 30 ans que la France est gouvernée par les mêmes, Parti socialiste UMP, UMP socialiste, qui ont abandonné la souveraineté, c'est-à-dire la liberté du peuple français. Mais ça, c'est un qui ont négocié, le discours du Front National. Et du Chevènement et du Front de gauche. Arrêtez de toujours rapporter au Front National. Vous en faites l'alpha et l'oméga de la vie politique, alors que des patriotes, il y en a partout. Et justement, je veux que les Français patriotes, qui sont des millions, ne soient pas condamnés à avoir comme seul choix pour sortir de ces gouvernements d'incapables depuis 20 ans, comme seul choix que le Front National. Moi, j'offre un autre choix. En même temps, le Front National n'a jamais été au gouvernement, donc... C'est ce que je dis. Oui. Je veux que les Français aient un autre choix pour tous ceux qui veulent abandonner définitivement, ils sont majoritaires, le Parti Socialiste et l'UMP, qui nous ont mis dans le mur. L'UMPS. L'UMPS, bien sûr. Tous ces Français qui ne veulent plus de l'UMP et du PS, auront-ils comme choix que le Front National ou auront-ils autre chose? Eh bien moi je propose une autre voie que celle du Front National. Nicolas Dupont-Aignan, Il y aura plusieurs alternatives. Voilà, vous proposez comme le Front National une alternative à l'UMPS, mais vous dites que le Front National n'est pas la bonne alternative. Exactement. Suivez-moi. Mais vous savez, pardonnez-moi, le Front de gauche propose aussi une alternative. Vous savez, aujourd'hui, il y a 3 partis structurés qui proposent une alternative. Le Front de gauche, le Front National et Debout la République, qui est plus petit peut-être aujourd'hui, mais qui recueille de plus en plus de soutien d'experts, d'adhérents, qui a fait quand même ce petit million de voix à la présidentielle et qui va progresser. Parce que nous sommes, pardonnez-moi... Oui, vous ne serez pas au centre de cette recomposition. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je vous dis, j'ai rappelé que vous avez fait 1,79% des voix. Monsieur Lula au Brésil, excusez-moi, il y a de la marge Monsieur Lula au Brésil, à sa première élection, a fait 1%. Est-ce que vous croyez... sa première tentative, oui. Est-ce que vous croyez que c'est au poids, au départ, ou est-ce que c'est le bon axe de gravité? Moi, je sais que le projet politique que je défends, pas tout seul, avec beaucoup d'autres élus, est un projet politique qui est justement capable de nous sortir de la crise,
de reprendre l'indépendance de la France sans nous enfermer dans l'impasse du Front National. C'est ça l'enjeu, vous le voyez bien. Il y a le Patrick discours Roger. et il y a les signes. Si on reprend simplement votre campagne présidentielle, vous étiez plutôt sur un positionnement réunir les républicains, les patriotes des deux rives pour aller vite. Aujourd'hui, on observe de votre part quand même un déplacement de plus en plus vers le Front National. Je prends un exemple très simple, c'est celui de Béziers, bien entendu, où vous vous retrouvez avec le Front National en soutien à la liste de Robert Ménard et sur des thèmes qui sont très proches de ceux du Front National. Je refuse ce terrorisme intellectuel, mais laissez-moi finir, et c'est pas le vôtre, mais de la pensée unique qui veut maintenir la gauche au pouvoir en divisant la droite. Et sur le cas de Béziers, Robert Ménard a voté pour moi, il l'a déclaré publiquement à la présidentielle. Son équipe est formée de gens de Debout la République, de militants de Debout la République. Il n'est pas au Front National, il n'est pas au Rassemblement Bleu Marine. Il a fait une liste, je l'ai incité à se présenter. Et parce que Mme Le Pen, qui n'avait pas de candidat correct à Béziers, de très mauvais candidat, a décidé de le soutenir, je devrais, pour la pensée unique parisienne, dire « Ah non, 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 c'est un monstre parce que Mme Le Pen le soutient assez. » Non mais donc c'est de l'opportunisme politique. C'est pas de l'opportunisme politique. De Robert Ménard. À Béziers, non. À Béziers, il y a un homme de qualité qui est Robert Ménard, qui a sa personnalité. Il y a des incapables qui ont dirigé Béziers pendant 20 ans. Et je le soutiens parce que sur ce plan local, c'est bien. Mais je soutiens aussi, pardonnez-moi, aux municipales. Il y a des gens de Debout la République sur des listes UMP, sur des listes UDI, sur des non-inscrits. Donc il ne faut pas quand même pas sur des transformer. Listes de gauche. Non. Et c'est d'accord. clair. Il ne faut pas. Réunion nationale, pas tant que ça. Ça reste quand même centre droit jusqu'à la droite, non, voire à droite excusez-moi, il y a des choses. Vous n'avez pas eu du fond de gauche. En dehors de Béziers, est-ce qu'il peut y avoir, bon, qu'il y ait un cas particulier, est-ce qu'il peut y avoir des candidats de Debout la République sur des listes du Rassemblement Bleu Marine? Non, c'est clair. Alors, oui, quelle est votre rapidement position, là-dessus. puisque c'est quelque chose qui fait débat en France depuis une dizaine de jours, depuis les déclarations de l'ancien Premier ministre François Fillon, qui a fait une déclaration comme quoi c'est une sorte de ni-ni entre PS et Front National, et bien ça dépendrait. Quel est votre positionnement? Attends, je finis juste ma question. Quel est votre positionnement par rapport à ce qu'on doit faire vis-à-vis du Front National? Mais la position est très simple. Au niveau des municipales, ce sont des enjeux locaux. Et ne mettons pas des étiquettes derrière. François Fillon a eu tout à fait raison. Tout dépend du contexte local. Donc là, moi, j'ai aucune position. Ça dépend de la qualité locale des listes. Premier point. Deuxième point, au niveau national. Est-ce que vous croyez, monsieur Patrick Roger, est-ce que vous croyez sincèrement, moi qui ai été élu à 80% dans ma ville à 2 reprises, aux dernières municipales, on verra la prochaine, est-ce que vous croyez que je suis Front National? Non. Je suis un gaulliste social. Mais je dis très simplement qu'il faut offrir aux Français une voie de redressement national et républicain. Et je trace ma voie. Et je ne vais pas passer ma vie à me positionner vis-à-vis du Front National. Je veux en revanche offrir à ces millions de Français qui doutent de la politique, qui sont résignés, qui sont tentés par le Front National. Je veux leur offrir une sortie de crise. C'est ça l'enjeu. On voit que le principal parti de la droite aujourd'hui en France, l'UMP, est très divisé sur cette question du Front National. Il y a d'un côté la droite décomplexée, emmenée par Jean-François Copé, et puis de l'autre côté, il y a toute une série de centristes, de centre-droit, qui ne veulent pas de ce comment dirais-je, de cet rapprochement, de ce glissement vers le Front National. Est-ce que vous vous réjouissez de cette, j'allais dire, implosion programmée de l'UMP? Je vais vous dire tout et ça. Donc de cette recomposition de la droite. J'ai compris ce que vous voulez dire, mais tout ça est très superficiel. Pourquoi? Parce que l'UMP n'a pas compris une chose. L'UMP s'agite, gesticule, parce que l'UMP a peur de la tornade Front National, il faut être clair. Donc ils sont paniqués, panique à bord. Mais en vérité, ils n'ont pas compris une chose. Ils ne changent pas sur leur projet politique, sur leur programme. Ils n'ont pas compris que de laisser les frontières ouvertes, c'était la cause de l'immigration. Ils n'ont pas compris que rester dans l'euro, c'était la cause de la faillite économique du pays. Ils n'ont pas compris que transférer toujours plus de pouvoir à l'Union européenne, c'était la cause de l'effondrement français. Donc le problème de l'UMP, ils gesticulent et ils se divisent en surface, mais en vérité, ils ne veulent pas changer de projet politique. Et donc ils sont condamnés. Ils sont condamnés parce que les Français,
Donc vous annoncez la condamnation, la disparition de l'UMP. Mais UMP-PS, vous allez avoir dans notre pays un tremblement de terre politique. Pourquoi? Parce que dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, mais vous le voyez à vue d'œil, les choix politiques majeurs. Oh, non, les sondages indiquent, je ne sais plus, 33% pour le PS aux prochaines municipales, 38% pour l'UMP. Vous plaisantez? Vous allez voir. Non, je ne plaisante pas, je vous cite des chiffres de sondages. Donc, voyons les sondages, mais en tout cas, vous voyez bien ce qui est en train de se produire. Le pays est mal gouverné depuis 20 ans parce que les choix fondamentaux sont mauvais. Le chômage grimpe, l'insécurité grimpe. Un chiffre très intéressant d'un sondage, en 2012, 40% des Français estimaient que l'Union européenne avait échoué. En 2013, c'est 60%. En 2014, ça sera 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans sont désavoués par le peuple. En revanche, le peuple ne trouve pas d'alternative parce que même si le Front National progresse, cela ne représente pas une alternative capable de rassembler tous les Français. Et tout l'enjeu des prochaines années, c'est d'offrir aux Français une nouvelle voie politique qui soit radicalement différente de celle de l'UMP du PS, mais qui ne tombe pas dans les extrémismes du Front de gauche ou du Front National. C'est un défi gigantesque. Mais Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous ne prenez pas quand même vos désirs pour des réalités, puisque lors des dernières grandes élections nationales, présidentielles, législatives, on n'a pas observé des taux d'abstention de 50, 60, 70%. Si ce que vous dites est vrai, il y aurait une véritable désaffection dans les urnes pour les partis que vous dénoncez. Ce n'est pas le cas. Écoutez, l'élection présidentielle, c'était la dernière chance du système. Les Français ont vécu. Non, mais là, attendez, les Français ont voté François Hollande en désespoir de cause, parce que d'ailleurs, il avait fait des promesses sur la réorientation de la croissance. On va en reparler. On va voir les résultats. Et vous verrez qu'aux prochaines européennes, parce que le vrai scrutin, ce sera les européennes. Le vrai scrutin. Les municipales, vous faites l'impasse. Mais oui, parce que les municipales, c'est un scrutin local et les Français votent pour leur maire. Il y a des bons maires de gauche, il y a des bons maires de droite. Il faut arrêter le cinéma sur les municipales. Donc vous, en revanche, vous serez présente partout aux européennes? Bien évidemment. Parce que les européennes, je souhaite que ceux qui sont hostiles à cette Europe soient majoritaires en France. Et je souhaite offrir, entre le Front de gauche et le Front National, une autre voie patriotique. Et à nous trois, nous serons majoritaires. Vous pourriez vous entendre avec le Front de gauche? Vous l'avez laissé entendre tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit m'entendre sur beaucoup de propositions. Si je préside un parti, si je veux le développer, c'est parce que j'estime que le Front de gauche exprime une colère légitime, mais qui n'est pas la solution. Comme j'estime que le Front National exprime une colère légitime, mais ne peut pas rassembler tous les Français. Et donc, il faut bien que ceux qui contestent ce système, et qui seront de plus en plus nombreux parce qu'il a échoué, trouvent une voie paisible. Qu'est-ce qui vous dérange en programme du Front National? Je pense que le Front National est encore, il a évolué positivement, il faut être honnête. Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Mais je pense qu'il divise encore trop les Français et qu'il croit sur l'affaire de l'immigration. Je pense qu'on ne redressera le pays qu'en rassemblant tous les Français d'où qu'ils viennent, même s'il faut bloquer l'immigration, la freiner. Je pense qu'on ne peut pas désigner notamment les jeunes issus de l'immigration comme des boucs émissaires. Donc ce que Manuel Valls fait au gouvernement français, le ministre de l'Intérieur, vous approuvez sa politique vis-à-vis de l'immigration? Non, c'est une fausse politique de fermeté. Il ne ferme rien du tout. Vous savez, tant que vous laisserez la liberté de circulation au sein de l'Union européenne et que vous ne rétablirez pas le contrôle aux frontières... C'est ce qu'on appelle l'espace de Schengen, donc c'est-à-dire les frontières sont à l'extérieur de l'Union européenne. Il va falloir le terminer. D'ailleurs, même l'UMP y viendra, naturellement, puisque ça ne marche pas. Donc, tant qu'on ne rétablira pas les contrôles aux frontières, on ne s'en sortira pas. Et M. Valls fait comme M. Sarkozy. C'est que le contrôle aux frontières, c'est aux frontières de l'espace Schengen. Surtout, mais il ne se fait pas. Voilà. Tout le monde le sait. Est-ce que vous avez vu, je vais vous donner un exemple. Schengen, c'est quoi? C'est comme si vous habitez dans un immeuble ou dans un pavillon ou dans une maison, monsieur. Dans un immeuble. Bon. Est-ce que vous avez supprimé votre serrure dans votre appartement parce qu'il y avait un digicode en bas? Non. Parce que vous vous dites, si on a la clé du bar, il faut quand même que j'ai ma serrure. Eh bien, on a supprimé les frontières nationales et on n'a pas mis de frontières européennes réelles. Donc ça ne peut pas marcher. On est submergé par une immigration dangereuse qui met en péril la cohésion du pays. On a le problème des Roms qui est dramatique. J'ai eu un camp de Roms dans ma circonscription, je sais de quoi je parle. Et on gesticule, M. Valls fait comme M. Sarkozy. En fait, il déplace les camps de Rome, mais il ne veut pas rétablir les contrôles aux frontières. Il va falloir les rétablir. Vous avez dit que c'était une des différences que vous aviez avec le Front National, et à vous entendre, j'ai l'impression que c'est plutôt une ressemblance, ça vous rapproche. Sur ce point-là, nous sommes d'accord, bien sûr. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est quand, par exemple, Mme Le Pen, pour être clair, on va être clair, on va être clair. Quand Mme Le Pen dit il y a plein de jeunes des banlieues qui sont des mairas en puissance, je dis non. Moi, je suis élu de banlieue.
J'ai des enfants dans les classes de toutes les couleurs. Là. Non, on est dans l'affaire fondamentale de la cohésion nationale. Mais je suis gaulliste. C'est quand même dangereux de faire un amalgame entre Maira, qui est un assassin, qui a tué cette personne, et l'immigration. Mais c'est ce que je dis. Oui. Je dis c'est ma différence avec le Front National. Moi, j'ai pas fait ça. Okay. Je pense que quand on est français, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, on est français. Et je considère tous les Français de la même façon. Et ça, c'est le gaullisme. On rassemble. En revanche, j'estime qu'on a le droit en France de demander des contrôles aux frontières sans être taxé de Front National. Et d'ailleurs, si vous assimilez toute personne qui veut résoudre les problèmes des Français, contrôler nos frontières pour maîtriser notre immigration, comme le font tous les pays du monde, sauf ceux de l'espace Schengen, au Front National, ça veut dire que vous faites le lit du Front National, et ça, je ne comprends pas. On n'a pas le droit en France, en fait, d'exprimer une autre politique sans être toujours assimilé au Front National. Est-ce qu'on peut, légitimement, demander une autre politique en France et pour autant être différent du Front National? On a des experts différents, on a des militants différents, on a un parti différent, on vient d'horizons différents. Encore un mot sur l'espace Schengen. Les contrôles à l'entrée de l'espace Schengen, j'y arrive, sont très sérieux. Je veux dire, les chiffres de l'immigration sont tout à fait sous contrôle. Ah, mais bien sûr, alors, l'immigration clandestine, peut-être pas, mais par définition, l'immigration clandestine, on ne peut pas la mesurer. Mais venez dans ma banlieue. Venez voir le matin les marchands d'esclaves devant le roi Merlin. Venez voir les camps de Rome avec la prostitution, l'esclavage humain. Donc les chiffres sont faux. Mais les chiffres, l'immigration clandestine est colossale. Nous devons contrôler qui rentre chez nous. Venez voir le trafic d'armes à Marseille. Venez voir ce qui vient des Balkans. Vous voyez la réalité du pays. On ne peut pas continuer comme ça. Par définition, contrôler l'immigration clandestine, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce qu'elle est clandestine. Mais pourquoi tous les pays du monde... Attendez, excusez-moi. Pourquoi l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Japon, le Brésil contrôlent leurs frontières et nous, donc face à un problème... est une passoire. Mais c'est plus qu'une passoire. Il y a un problème de cohésion qui est en train de se produire. Vous savez, quand j'ai eu ce camp de Rome... Vous savez, vous parlez aussi sur des antennes où il y a, parce que vous n'en avez pas parlé, mais beaucoup des milliers et des milliers d'Africains qui essayent de rejoindre aussi l'Union européenne. Mais je les respecte, et ils ont à avoir leur propre développement dans leur pays. Est-ce que vous croyez que les Africains qui vivent dans les cités de ma circonscription sont toujours heureux? Vous leur dites, ne venez pas tenter votre chance en Europe. Je suis le seul pendant la présidentielle, sur les 10 candidats, qui a eu un projet qui n'a pas beaucoup intéressé malheureusement les médias, mais pour le développement de l'Afrique et notamment du Maghreb. Je suis le seul à avoir parlé d'un plan Marshall pour le Maghreb. Car si on ne... C'est une différence avec le Front National, tiens. Ouais. Si on ne développe pas le Maghreb et l'Afrique, on ne résoudra pas le problème de l'immigration en Europe. Donc, je ne suis pas suspect de ne pas aimer les Africains. C'est assez proche des politiques UMP et PS qui sont présentés depuis 20 ans. Mais qui n'a pas été fait. Le développement en Afrique, mais qui n'a pas été fait. Mais qui n'a pas été fait. Les choses ont été faites. Non. Il y a des accords. On laisse l'Afrique à la Chine. On laisse l'Afrique à la Chine. On a abandonné l'Afrique. Vous le savez très bien. C'est dans le domaine du business, mais c'est quand même essentiel quand on voit que certains pays chinois. Il y a quand même des accords bilatéraux entre des pays comme la France et le Mali en termes d'immigration. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe au Maghreb, on en reparlera, est fondamental. Asseoir les révolutions arabes, faire en sorte qu'il y ait des transitions politiques intelligentes, faire en sorte que les usines, au lieu d'aller en Chine, aillent plutôt au Maghreb, faire en sorte que les habitants de tous ces pays puissent vivre au pays et avoir des échanges avec les Français de manière respectueuse. Voilà un beau programme qui n'est ni celui de l'UMP ni celui du Front National. C'est ce que font les entreprises françaises, les entreprises françaises qui investissent énormément. Mais je ne dis pas que tout est mal, je dis simplement qu'il y a un défi majeur de stabilisation de la population africaine. Et ça, on en parle peu dans notre classe politique. Pourquoi une question là-dessus ? Alors peut-être, il nous reste une petite minute. Je voudrais vous poser une question sur la Syrie. Le scénario des frappes américaines, oui, de toute façon, on y reviendra juste après la pause. Donc François Hollande, après vous, il a eu tort de se montrer aussi virulent, de vouloir punir la Syrie aujourd'hui avec le dégagement qui s'est passé hier à Genève. Moi, je suis triste pour la France. Ouais. Parce que le président Hollande, en voulant suivre les États-Unis qui l'ont lâché en route, a discrédité une fois de plus l'indépendance du pays. Et si la France avait eu une politique gaulliste, si la France avait eu une politique qui parle au monde arabe et qui ne prenne pas parti ainsi si vite, de manière légère, eh bien nous serions aujourd'hui au cœur des négociations de paix avec la Russie et nous ne serions pas là. On continue tout de suite après la pause sur la Syrie. À tout de suite.
Deuxième partie d'International, on retrouve notre invité de ce dimanche midi, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la République. Alors on parlait de la situation en Syrie. Après l'accord entre les États-Unis et la Russie à Genève, donc, la Syrie doit démanteler son arsenal chimique sous contrôle international. Est-ce que vous croyez à cette solution? Oui, c'est la seule possible. Et ce que je vous disais avant l'interruption, ce que j'ai regretté dans cette affaire, c'est la précipitation, qui n'est jamais bonne conseillère. La précipitation de François Hollande, du gouvernement français, qui, voulant condamner avant de savoir, qui, prenant parti de manière très partiale en faveur des rebelles et de leur soutien. Vous doutez du fait que ce soit Bachar el-Assad qui utilisait les armes chimiques? Nous aurons le rapport, je crois, lundi. Oui, de l'ONU. J'attends de voir. Ce que je dis, très simplement, c'est que ce n'est pas parce que Assad est monstrueux qu'il faut aller soutenir Al-Qaïda en Syrie, faire le lit de la charia, massacrer les chrétiens. Est-ce que la situation n'est quand même pas un peu plus compliquée que ça? Si, justement. Elle est très compliquée. Je termine juste, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1200 groupes ou petites factions rebelles, que effectivement l'influence d'Al-Qaïda est grandissante, mais que néanmoins, alors Al-Qaïda plutôt soutenu par des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit il y a quelques heures le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a dit qu'il faut aussi que les pays occidentaux, en l'occurrence, soutiennent davantage l'opposition modérée, c'est-à-dire non islamiste et non al-qaïdiste, les anciens officiers de l'armée syrienne, enfin bref, une opposition plus laïque. Ça, ce sont des mots. C'est facile de le dire. C'est très difficile. Mots, non, mais je ne dis pas vous, je ne parle pas de vous. Je parle du ministre des Affaires étrangères. J'ai eu une longue discussion avec lui là-dessus. Ça, c'est facile à dire, mais en pratique, ce n'est pas ça qui s'est passé. La Syrie n'a envahi aucun pays. On a l'impression que la Syrie a envahi. La Syrie n'a envahi aucun pays. Il y a une tentative de déstabilisation de la Syrie qui est en route. Par qui? Et qui, par des pays extérieurs, on le voit bien, qui soutiennent les rebelles. Parce qu'il y a un autocrate. Vous êtes sur la ligne du gouvernement de Damas. Attendez, parce qu'il y a un autocrate qui est monstrueux. Le danger. L'autocrate dit la même chose que vous. Et puis surtout, attendez, c'est la réalité. Le danger. Au départ, la révolte, enfin, mais bien évidemment, la rébellion est partie d'un malaise social. Au départ, il y avait des rebelles. Une fermeture politique totale dans ce pays. Au départ. De la répression. Voilà. Si d'accord, mais oui, mais. Au départ, il y avait des rebelles modérés. Nous aurions pu d'ailleurs peut-être davantage les soutenir au départ. Mais après, on a vu la réalité. Ces rebelles modérés ont été débordés par des islamites radicaux, fondamentalistes, soutenus par des puissances étrangères, et il y a une guerre civile. On aurait dû aider dans les cette rebelles guerre civile, plutôt, attendez, si je peux finir mon explication, c'est un sujet grave. Dans cette guerre civile, et dans une guerre civile, il est toujours extrêmement dangereux de mettre la main. Surtout quand les atrocités sont commises des deux côtés. Je n'ai en rien de sympathie pour Assad. Mais je n'ai aucune envie de voir les soldats français et les armes françaises armer les fondamentalistes que, je vous rappelle, nous combattons au Mali. Et autant, j'avais totalement approuvé l'intervention au Mali. Et j'avais soutenu le président Hollande, sans aucune arrière-pensée politique. Autant je dis là que l'influence, peut-être des images atroces, la précipitation, le règne de l'émotion, l'incapacité... L'utilisation d'armes chimiques. Mais bien évidemment. Mais quand il y a eu des atrocités des autres, on n'a pas vu les mêmes réactions. Donc, on fait une surréaction. Il y a eu des utilisations d'armes chimiques, vous le savez très bien. Les rapports de l'ONU, si. L'ONU l'a décrété au mois de mars dernier. Il y a eu des utilisations des deux côtés. Donc, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est comment on sort. Si M. Hollande et M. Obama, allons au bout du raisonnement, nous avaient dit Assad est monstrueux, il faut s'en débarrasser, nous allons intervenir et nous allons envahir la Syrie pour mettre en place un pouvoir modéré, etc. C'était cohérent. Vous l'auriez dénoncé. J'aurais été contre, j'ai l'honnêteté de le dire, mais c'était cohérent. C'est ce qu'a fait Bush en Irak, j'étais contre, mais c'était cohérent. Mais ce qui n'allait pas dans la position de M. Hollande et de M. Obama, et ce qui était la faiblesse initiale, à la différence du Mali, où M. Hollande a été cohérent et je l'ai approuvé, c'est qu'il n'y avait pas de coup d'après. Comme l'a très bien dit M. Borloo, M. Giscard d'Estaing, beaucoup de gens. Il n'y avait pas de capacité à agir après, puisqu'immédiatement, M. Obama et M. Hollande ont dit on va punir, on ne sait pas comment, mais après on ne fera rien. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dès le départ, un apprenti de l'école de Saint-Cyr n'aurait pas osé faire ça. Dès le départ, on disait, aux yeux du monde, nous allons gesticuler, envoyer quelques bombes,
Mais nous n'irons pas plus loin. Oui, nous avons mis, excusez-moi, nous avons le tri entre les opposants. Oui, faites le tri quand les islamistes massacrent les généraux rebelles modérés. En même temps, cette prise de position... Excusez-moi, je finis mon raisonnement. Comment voulez-vous que l'opinion adhère? Comment voulez-vous qu'on soit crédible? On a fait deux choses. On a renforcé Assad, on a renforcé la Russie, et finalement, ce que j'avais proposé initialement avec beaucoup d'autres, c'est passé. Obama, qui a été plus raisonnable que la France, a fait quoi? Il a trouvé la première porte de sortie pour négocier avec la Russie. Et donc, on s'est décrédibilisé, la France a perdu son rôle d'intermédiaire, et nous aurions eu un rôle magnifique à jouer entre, d'un côté, les pétromonarchies, de l'autre, l'Iran, entre la Russie et les États-Unis. Si la France avait été la France, indépendante, avec une position équilibrée, aujourd'hui, la négociation, elle n'aurait pas lieu entre Russes et Américains, elle aurait lieu à Paris. Elle aurait lieu à Paris. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'il fallait faire autrement. Bon, jusqu'à présent, la négociation était bloquée, y compris en premier lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que cette prise... à cause du veto de la Russie? Absolument. Et là maintenant, parce qu'il y a eu aussi cette prise de position forte, du coup, les négociations ont été débloquées. La Russie a considérablement évolué sur sa position. Est-ce que c'est pas aussi le fruit de cette position? La Russie a évolué parce que la Russie, bien évidemment aussi, ne veut pas le développement d'armes chimiques, et elle a raison. Et comme nous, les armes chimiques, c'est monstrueux, on est tous d'accord. Donc la Russie a évolué parce que parce qu'il y a eu la pression elle ne veut américaine. pas, non, mais bien sûr que non. Au contraire, que la menace mais bien de frappe évidemment, militaire, si le régime de Bachar al-Assad aurait accepté des contrôles d'armes chimiques. La menace militaire a été totalement contre-productive et a ridiculisé et la France et les États-Unis. Et donc, si nous avions eu une négociation dès le départ avec la Russie, si nous arrêtions d'avoir une politique étrangère hostile à la Russie, nous payons cher l'alignement de la France sur les États-Unis d'Amérique. Nous payons cher, et qui ne tient pas à Hollande, qui a commencé sous Sarkozy. Depuis le départ de Chirac, qui avait une grande voix dans le monde arabe, qui avait une grande voix en Afrique, la France est absente de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est devenue une espèce elle suit, au point même d'ailleurs qu'on a été ridicule, au point de voir que ce sont les membres du Congrès américain, qui ont décidé, qui allaient décider à la place de la France. Et au point, c'est quand même grave, au point que le président français a été prévenu au dernier moment, le 9 septembre, par le président Obama, ou un peu avant, qu'il allait consulter le Congrès, a été prévenu au dernier moment. Ce n'est jamais bon, la consultation du Parlement français. Oui. Ce n'est jamais bon de ne pas penser par soi-même. Et je pense que le monde, les peuples dans le monde attendent de la France une voix libre. La Constitution française ne prévoit pas la consultation, le vote en tout cas du Parlement français. C'est le président français qui s'est mis à la remorque du président américain, qui a été désavoué 2 fois. Et moi, je n'aime pas voir ça. À la remorque, évidemment, le rapport de force entre un pays comme les États-Unis et un pays comme la France aujourd'hui. Alors Jacques Chirac ne devait pas être contre. Si je suis votre raisonnement, cela veut dire que Jacques Chirac et Dominique de Villepin ne devaient pas s'opposer à l'intervention en Irak. C'est la seule alternative qu'on a, en fait, c'est de dire on n'y va pas. Non, je ne crois pas. Est-ce que ça fait forcément une politique? Excusez-moi, au Mali, ça se questionne en tout cas, je dis pas que c'est... J'ai une autre idée de la France. Ce n'est pas obligatoirement le poids qui fait la raison. À ce moment-là, on ferme tous les pays qui sont inférieurs à la Chine et aux États-Unis et on devient des colonies. Moi, je ne veux pas d'une France colonisée. La France est un pays, aujourd'hui, une puissance moyenne à influence relativement mondiale. Parce que la France a cessé de penser par elle-même. Mais non, et la France, elle n'a pas le même poids que les États-Unis. C'est une réalité économique. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même poids que nous ne devons pas penser par nous-mêmes. Si vous considérez que la pensée est liée au poids, vous remettez en cause toute l'histoire de l'humanité. Parce que dans l'histoire des hommes, c'est d'abord la pensée qui fait ensuite le rôle. Et le rôle de l'ONU dans cette affaire, dans cette crise syrienne? Là aussi, si la France avait joué son rôle, elle s'appuyait sur l'ONU, elle confortait l'ONU, au lieu de vouloir doubler l'ONU. Nous avons doublé l'ONU en Libye, après avoir eu l'accord de l'ONU, on a été plus loin que l'ONU nous avait autorisé. Ce faisant, on a mis le chaos en Libye, qu'on a payé cher au Mali. Ce droit d'ingérence de pacotille, qui est manipulé par certains,
ne vaut rien. Il faut revenir à la logique. Le droit d'ingérence de pacotille, je vous entends bien, c'est vrai que l'ONU a souvent peu de moyens. Non, l'ONU, quand on s'ingère, quand on fait le droit d'ingérence, coalition, oui. Pardonnez-moi, je vous en prie, quand on fait le droit d'ingérence, on s'appuie sur l'ONU. Je ne vois pas au nom de quoi la France, l'Angleterre, les États-Unis feraient la police du monde. Il y aurait eu le veto chinois ou russe. Mais vous pouvez faire appel à l'Assemblée générale, comme l'a très bien dit M. Borloo dans son discours à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas restreint au Conseil de sécurité, vous avez la possibilité de faire appel à l'Assemblée générale. C'est pas le même que le mandat qu'attribue le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est le seul qui peut donner l'autorisation d'une lutte, d'une intervention militaire, armée. Si je vous suis, il fallait faire des frappes, partir va-t-en-guerre. On fait du machine arrière toute. La seule solution en Syrie, vous le savez tous, c'est une négociation avec la Russie et l'Iran. C'est de mettre autour de la table l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Russie, les États-Unis et une grande conférence de paix pour le Moyen-Orient. Tant qu'on ne regardera pas en face la réalité des choses, on continuera à soutenir des mouvements qui mettent le chaos, à faire partir des dictateurs monstrueux, mais à les remplacer par pire. Donc moi je dis simplement prudence. L'enjeu en coulisses, c'est aussi un rapport de force entre les sunnites et les chiites. C'est ça qui se passe là-bas. Mais bien évidemment. Et vous le savez très bien. Et c'est là où j'aimerais que la France, compte tenu de son rôle particulier en Syrie, enfin nous avons été dans ce pays pendant 20 ans. Nous savons ce qui se passe. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Arrêtons de suivre toujours ceux qui payent ou ceux qui décident. Ça suffit, la France doit émettre une voix différente. Si vous n'avez plus de questions sur la Syrie, on va peut-être passer à la situation économique de la France et de l'Union européenne. Et je vous propose tout de suite un état des lieux de cette économie mondiale qui a été ébranlée, je vous le rappelle, et vous vous en souvenez sûrement, par la faillite de Lehman Brothers. C'était exactement il y a 5 ans, le 15 septembre 2008, Sylvina Carbone. Des employés avec leur carton sous le choc. Le 15 septembre 2008, un des fleurons de la finance américaine met la clé sous la porte. Lehman Brothers, né en 1850, 27 000 salariés. En cause, des produits douteux, les subprimes, des crédits immobiliers à risque. Un séisme pour les Américains, qu'ils soient patrons de grandes banques, de fonds d'investissement ou simples mortels. Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, n'a jamais rien vu de pareil. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. Le monde entier est touché. Aux États-Unis comme en Europe, c'est la récession, voire la quasi-faillite pour certains pays. 5 ans plus tard, un seul mot d'ordre, croissance. Et les signes de la reprise économique sont là. Aux États-Unis, Wall Street s'attend avec confiance à ce que la Réserve fédérale diminue ses aides. La zone euro annonce un produit intérieur brut en hausse de 0,3% au deuxième trimestre 2013, après 18 mois de recul. En France, la prévision est maintenue à 0,1% pour 2013. À la Commission européenne, le président José Manuel Barroso et le commissaire Olli Rehn demeurent prudents. Cet été, il y a eu des signes encourageants qui montrent que l'économie européenne a atteint un tournant. Les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre sont en phase avec le redressement graduel de l'économie qui est en train de s'installer en Europe. Nous espérons que cette tendance va se confirmer au cours des prochains mois et se consolider pour accélérer en 2014. Tous les indicateurs confirment que nous sommes au début d'une relance. J'ai dit aussi qu'il y avait quelques dangers. Et il y a des dangers. Par exemple, si maintenant on abandonne les politiques qui sont les bonnes, qui à mon avis c'est une combinaison de politiques, c'est maintenir bien sûr l'effort de rigueur budgétaire, notamment les pays qui sont sous attaque des marchés, mais aussi des réformes structurelles et aussi de l'investissement. Car nous avons besoin de l'investissement surtout pour lutter contre le chômage, spécialement le chômage des jeunes. La récession semble derrière nous, mais elle a fragilisé les pays émergents qui représentent entre 20 et 25% de la richesse mondiale. Après une décennie soutenue, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie fatiguent avec des croissances en baisse. Un signe inquiétant pour l'économie de la planète. Alors, parlons d'abord des optimistes. On a vu José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui était optimiste en disant « mais il faut maintenir la rigueur ». Est-ce que on voit que la croissance, il y a une sorte de frémissement au niveau de la zone euro, en France aussi. Est-ce que vous faites partie du camp des optimistes? Ça va mieux? C'est un frémissement tout à fait marginal. Pourquoi? Parce que le continent européen et la zone euro sera la seule zone du monde en 2013 en croissance négative, moins 0,4%. Ouais, toutes les autres zones ont une croissance
moins importante pour les pays émergents, mais on passe de 9% à 6%, donc enfin, quand on part de très bas, c'est plus facile évidemment d'avoir une croissance plus forte. Monsieur Barroso est un criminel économique. Ce sont des bureaucrates qui ont plongé le continent européen dans la récession la plus totale, inefficace. Parce que ce qui est grave dans ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils font faire des sacrifices au peuple, mais que les déficits ne diminuent pas vraiment, puisqu'on rentre dans une récession cumulative. Et surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'Europe, et surtout la zone euro, n'investit plus. L'investissement est toujours inférieur à celui de 2008. Et si on n'investit pas dans les technologies d'avenir, dans les grands programmes scientifiques, comme le font la Chine, les États-Unis et les autres, on va le payer très cher au moment du retour de la croissance mondiale. Ça veut dire, on va chercher où l'argent pour investir? Mais l'argent, il a été donné par M. Barroso, M. Draghi. 1000 milliards d'euros ont été déversés sur les banques à 1% d'intérêt. Et au même moment... Il ne fallait pas faire ça, il fallait surtout pas. Et au même moment... Il fallait laisser le système bancaire... On dit qu'il ne fallait pas faire ça, mais maintenant qu'on l'a fait, il faut que les banques jouent le jeu. Mais attendez, si je peux finir mon raisonnement, ces 1000 milliards, ils ont été donnés aux banques. Et les banques étouffent, reprêtent cet argent public, c'est l'argent de la BCE, c'est l'argent des Européens, étouffent les entreprises. Tous les jours, on voit des entreprises fermées parce que les banques ne suivent pas, et jouent cet argent sur les marchés financiers à nouveau, et le reprêtent aux États à des taux usuraires entre 3% et 5 et 6%. Cela veut dire que si ces gens étaient vraiment européens, s'ils aimaient l'Europe, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ces 1000 milliards, ils auraient permis aux différents États de financer, de racheter leurs dettes à très bas prix, à 0%. Ils auraient dégagé les États européens des marchés financiers. Ils auraient permis à ces États de relancer leur croissance raisonnablement, d'équilibrer leur budget, bien sûr, il faut être plus raisonnable aussi, et d'investir dans l'avenir. Il n'y a aucun investissement européen dans les technologies d'avenir depuis 20 ans. Il aurait fallu qu'on mutualise les dettes, que tous les pays européens mettent leurs dettes en commun. Mais sur leurs dettes en commun, non. Pourquoi? Parce que les Allemands ne veulent pas. Donc, moi je respecte l'Allemagne, elle ne veut pas, parce que l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui l'ont compris, défend l'intérêt de l'Allemagne. Ceci dit, c'est pratique pour un souverainiste comme vous de se retrancher derrière l'Allemagne en disant puisque l'Allemagne ne veut pas, il ne faut pas que les autres... Ça fait 10 ans qu'on demande d'avoir un euro moins cher. L'Allemagne dit niet. Ça fait des années que tous les hommes politiques français gesticulent en disant l'Allemagne va payer, va mutualiser. Monsieur Hollande s'est fait claquer la porte au nez. Donc maintenant, il faut être clair. À partir du moment où l'Allemagne ne veut pas assumer son rôle, et c'est bien naturel, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi les Allemands paieraient pour les autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la zone euro est condamnée. Et que la seule solution, c'est de démonter intelligemment la zone euro pour créer la monnaie commune. Il y aura une monnaie de réserve européenne, et puis il y aura l'euro-franc, l'euro-marque, et ça permettra, pardonnez-moi, je finis mon raisonnement, ça permettra aux pays du Sud, qui ne peuvent pas s'en sortir sans retrouver leur liberté monétaire, de faire ce qu'ont fait tous les pays du monde quand ils sont face à une crise. À la fois, ils font des mesures de rigueur, parce qu'il faut de la rigueur, mais en même temps, ils se donnent une bouffée d'oxygène en dévaluant leur monnaie. Vous savez bien que si, c'est la seule solution. Si la France abandonne l'euro, qu'est-ce qui se passe? Dévaluation du nouveau franc français, fuite des capitaux, dette de la France qui explose, les prix qui augmentent, mais bien sûr, tous les économistes censés le disent. Tous, surtout ceux payés par les banques. Ceux qui sont payés par les banques. Mais je vais vous dire, c'est extraordinaire. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde depuis 10 ans. Et pour tous les pays qui réussissent. Si je peux laissez-moi juste au moins finir mon raisonnement. Marche en Angleterre, en Corée du Sud, en Pologne, au Danemark, en Suède, ce qui a marché en Argentine, ce qui a marché aux États-Unis, ce qui est le secret de la puissance chinoise, ce qui a marché au Japon tout récemment. C'est extraordinaire. La dévaluation, c'est-à-dire le fait d'avoir une monnaie pas trop chère, pour gagner la bataille mondiale, est positif pour tous les pays du monde, mais nous, la France, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on est prisonnier d'un dogme. Et c'est quand même curieux que l'Angleterre, qui avait une situation plus difficile, une crise financière plus difficile, va avoir 1,5% de croissance, 1,5% de croissance cette année, parce que tout simplement, cher monsieur, elle a dévalué, laissé filer la livre de 20%. Le Japon, oui. Le nouveau Premier ministre japonais, qui a fait la politique que j'ai écrite à la présidentielle. Le Premier ministre japonais, on a l'impression qu'il a copié debout la République, il a fait la même politique que son avait écrite.
retour de la croissance au Japon. Il faut bien comprendre que tant que la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce resteront associés à l'Allemagne dans cette monnaie qui nous tue, nous resterons enfermés dans ce que dit M. Barroso, dans une croissance lente, parce que tout simplement nos forces industrielles fondent au soleil, donc en fait, s'en vont. vous nous dites que c'est une monnaie qui fondamentalement sert les intérêts de l'Allemagne, au détriment des autres pays. C'est une monnaie qui assure le transfert de richesses entre l'Europe du Sud et l'Allemagne, pour le plus grand désespoir des peuples du Sud, et c'est une monnaie, et beaucoup d'Allemands commencent à le dire, et de grands professeurs d'université en Allemagne, que je connais, commencent à dire, si nous continuons avec l'euro, l'Europe va rentrer dans des troubles graves et des retours de nationalisme. Donc moi je vous dis que si vous voulez sauver l'Europe, c'est-à-dire sauver l'idéal de paix, de prospérité, garder une coopération entre nos pays, ce que je souhaite, il faut d'urgence arrêter cette monnaie. Pas la faire exploser, excusez-moi, la sauver. Parce que ce qui est en train de faire exploser l'Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'absence de frontières qui fait que vous avez des mouvements de population non maîtrisables, et c'est l'euro qui est en train de nourrir un chômage de masse et un chaos social dans nos pays. Et ça ne sert à rien de pleurer sur la montée du Front National ou de pleurer sur des mouvements ici ou là si on n'est pas capable d'offrir du boulot à nos jeunes. Donc, quel que soit le résultat de l'élection allemande dimanche prochain, que ce soit Mme Merkel ou Pierre Steinbrück, vous pensez que ça ne changera rien à la politique allemande économique? Mais les Allemands ont raison. Ils gardent l'euro tant qu'ils peuvent, puisque ça leur permet d'essorer industriellement l'Italie et la France, qui sont leurs deux grands concurrents. Donc, il y a un moment où la France et l'Italie doivent dire à nos amis allemands... Mais donc l'Allemagne se tire une balle dans le pied, puisqu'il... Oui, à terme, oui. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les Allemands... Si les Allemands ont cédé sur les 3%, sur le fait que la France n'ait pas respecté ces 3%. C'est pourquoi? Parce qu'ils sentent bien que ce qui est en train de se produire en France est extrêmement dangereux. La France ne peut plus supporter cette monnaie. Les délocalisations continuent, le chômage de masse continue, les déficits continuent, la dette explose. Donc si vous gardez la monnaie, vous avez beau faire toute la rigueur de la terre, vous avez beau faire des plans compétitivité, comme vous allez abaisser le coût de produits français d'1%, 2%, mais parallèlement vous avez un surcoût monétaire qui est de 20%, tant que vous ne lâcherez pas les vannes sur la monnaie, vous ne redresserez pas la France. Je sais que c'est pas populaire, je sais qu'on fait peur aux Français en leur disant « Ah, ça va être dramatique ». Mais pourquoi tous les pays du monde qui réussissent ont dévalué leur monnaie? Et pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Qu'on m'explique. Mais donc les conséquences que je citais tout à l'heure d'une dévaluation, la fuite des capitaux, la dette... Il n'y a aucune fuite de capitaux. À partir du moment... parce que la valeur de l'argent, de la monnaie française diminuerait, donc les gens iraient placer leur argent. C'est pas d'ailleurs la valeur de la monnaie française qui diminuerait, c'est l'euro-marque qui se réévaluerait d'au moins 30%. Et c'est ce qui gêne beaucoup l'Allemagne. Et tous les produits importés par la France, eh bien justement, c'est très bien. Eh bien, on en consommerait peut-être moins, et ça inciterait aux relocalisations. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui s'est passé en Suède quand ils ont dévalué, c'est ce qui s'est passé au Japon. Votre plan fonctionne à 20-30 ans, mais il fonctionne. Vous promettez l'enfer aux Français pendant 20 ans. Mais vous plaisantez. Mais écoutez, expliquez-moi pourquoi ce serait le paradis dans la plupart des pays qui ont su le faire. Pourquoi les États-Unis... Écoutez, il y a un chiffre que je soumets aux téléspectateurs. Simple. Depuis 2009, les États-Unis ont créé 3 millions d'emplois, ont eu 3 millions de chômeurs de moins. La zone euro a eu 3 millions de chômeurs de plus. Les États-Unis ont dévalué le dollar de 20%. Pourquoi la Chine gagne tous les marchés alors qu'elle a une monnaie sous-évaluée quand même? Il y a un moment, il faut arrêter que nous, on soit des dindons de la farce de la mondialisation. Vous voulez que la France quitte la zone euro? Qui a intérêt, finalement, à vous écouter, à conserver à tout prix cet euro qui est la cause de tous les maux, si on vous entend bien? Les banques, parce que les marchés financiers, puisque si on sort de l'euro, nous pourrons financer le trésor public par la Banque de France, par des prêts à 0%, c'est-à-dire monétiser la dette comme le fait l'Angleterre, comme le fait le Japon. Au détriment des banques, donc. Au détriment des marchés financiers des banques qui se sucrent sur les prêts d'État. Et puis le dogme qui fait croire que l'euro c'est la paix, c'est l'Europe. On peut construire l'Europe différemment. J'aimerais par exemple qu'on crée des programmes sur la lutte contre le cancer, sur les nanotechnologies, sur le solaire, comme on a fait pour Airbus. Pourquoi on ne ferait pas des programmes de haute technologie à 3 ou 4 pays? On peut faire des choses avec nos amis allemands, italiens, espagnols, mais que l'on fasse des choses concrètes, qu'on investisse pour l'avenir, que l'Europe fasse plaisir au peuple, qu'elle serve à développer la zone euro. Voilà ce que je demande. C'est pas sorcier. Qu'elle fasse moins de contraintes et plus de projets.
Ce sera le mot de la fin. J'aurais voulu vous demander quels étaient les enjeux de l'élection de 2014. Vous y avez répondu d'ailleurs. Si, l'enjeu, c'est qu'il y ait une voie patriotique, républicaine en France, qui permette de sortir du piège entre UMP, PS, Front National. Ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité d'International. Merci à vous deux. Merci. À dimanche prochain pour un nouveau numéro d'International. Au revoir. Bonne semaine à tous.